Sarreguemines en Moselle, il est 7h30. C'est le début de la journée pour François. À 42 ans, ce cadre infirmier est responsable d'une unité de malades difficiles, un service psychiatrique réservé aux patients les plus dangereux. Des couloirs austères, une ambiance disciplinaire. Derrière ces portes, ces malades ont tous un point commun, la violence. Certains ont agressé des infirmiers, d'autres sont des meurtriers. François travaille ici depuis 22 ans. Pour lui, les difficultés commencent dès le réveil. Une petite douche, monsieur, avant de penser à vous habiller? Non, prends une douche tous les jours, va. Dans cette unité, la plupart des malades ont perdu tout repère. Pour eux, prendre une simple douche est déjà une épreuve. Mettez-vous sous l'eau. Ôtez ça, s'il vous plaît. Mais non, mais levez-vous, pourquoi vous vous asseyez? Qu'est-ce qui va pas? Écoutez, vous prenez votre douche et on discute. Ce matin, l'un des patients de François semble particulièrement réfractaire. Il refuse de se lever. On va se laver aujourd'hui? Oh, je te fais un petit bain? Si. Luc. Non. Ben, soyons sérieux, il faut quand même se laver de temps en temps. Volontiers. Bah oui, on va se laver tous les jours, hein. Luc a 30 ans. Il est atteint d'une forme d'autisme. Depuis quelques jours, il refuse de sortir de sa chambre. Pour le convaincre de se lever, François utilise une astuce, envoyer un de ses collègues à sa place. Il dira non à moi, il dira peut-être oui à un autre. Quelques minutes plus tard, le stratagème a fonctionné. C'est bon? Luc a accepté de prendre un bain. Bingo. C'est une victoire pour François. Il est 8h30. Dans le couloir, comme tous les matins, les malades font la queue pour prendre leur traitement. Anxiolytiques, neuroleptiques, des médicaments indispensables pour stabiliser leur maladie et limiter les risques de crise. Ce matin, la distribution est perturbée. Ah, de nouveau, Luc. Qu'est-ce qu'il a balancé? Ah, viens, je le prends, viens. C'est encore Luc. Au réfectoire, il a tenté d'agresser un infirmier. Ouvrez la porte, il est en train de mordre. Il n'a pas d'ongles, Dieu merci. Comme toujours dans ces cas-là, la seule solution pour François et ses collègues, ramener Luc à sa chambre et l'attacher à son lit. Allez. Je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien? Depuis l'enfance, Luc n'a connu que les établissements psychiatriques. Cela fait 2 ans qu'il est interné ici. Ses crises de violence envers les infirmiers sont régulières. On va pas nous mordre quand même. Allez. Tu oublies enculer de ta mère dans le lot. Pour se défendre, Luc crache sur les infirmiers. Luc restera ainsi attaché à son lit jusqu'à ce que sa crise se dissipe. Cela peut prendre plusieurs heures. On n'arrive pas à savoir pourquoi il a des périodes comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a pendant des jours, ça va relativement bien, il est en salle, il s'occupe, il est souriant, il n'est pas agressif. Et puis là, il y a des périodes qui durent des fois une semaine où il ne sort pratiquement pas de sa chambre, ou dès qu'il sort, il insulte et il tape les autres. Donc on ne sait pas quel est le facteur déclencheur. On n'a pas réussi encore à le trouver. Pour tenter de comprendre ces débordements agressifs, nous allons partager le quotidien de François dans son unité de malades difficiles. Comment parvient-il à calmer la violence de ses patients? Comment va-t-il faire pour gérer les crises à répétition de Luc? Il est venu pour ce genre de comportement. Et ça ne s'améliore pas.
À Montpellier, nous suivrons également le docteur Florea. Dans son service d'urgence, il reçoit chaque jour une quinzaine de patients. Certains viennent pour de simples dépressions, d'autres sont des schizophrènes agressifs. Comment ce médecin gère des patients en situation d'urgence? S'il n'est pas soigné, le risque de récidive, il est majeur. Enfin, nous essaierons de comprendre la maladie avec le docteur Hermès. Responsable d'une unité de soins intensifs, il n'hésite pas à prescrire des électrochocs à certains patients. Une méthode très longtemps controversée, mais qui obtient de vrais résultats. Pour les cas résistants, ça nous rend des services, ça nous en a toujours rendu. Et puis vous voyez, en 2010, c'est toujours là. Certains de ces patients vivent aujourd'hui en liberté. Sont-ils vraiment guéris? Nous verrons comment ce psychiatre essaye de les réinsérer dans la société. En France, près de 3 millions de personnes souffriraient de troubles psychiatriques graves. La plupart sont inoffensifs. Seules quelques centaines représentent un réel danger pour leur entourage. Des malades au comportement agressif et violent, parfois capables du pire, des actes meurtriers qui font régulièrement la une des médias. Qui sont ces fous extrêmement dangereux? Peuvent-ils être soignés? Avec les médecins et les infirmiers, nous partagerons le quotidien de ces malades hors du commun. Une plongée au cœur de la violence psychiatrique. Hôpital de Montpellier, il est 22 h. Une équipe du SAMU vient d'être appelée pour une urgence psychiatrique. À bord du véhicule, 2 ambulanciers et une infirmière. C'est dans un quartier populaire de la ville qu'ils doivent intervenir. Une mère de famille a appelé le SAMU. Elle veut faire interner son fils à l'hôpital psychiatrique, un jeune homme de 22 ans. Quand ils arrivent sur les lieux, l'équipe d'intervention dispose de très peu d'informations. Ils ne savent pas si le garçon est en crise et s'il est dangereux. On a peu d'éléments. Apparemment, un patient suivi de façon psychiatrique qui aurait arrêté son traitement. Chez lui, Damien, le jeune homme, semble calme. Maniaco-dépressif, il alterne les phases d'excitation et de dépression. C'est ce qu'on appelle un trouble bipolaire. Un comportement instable de plus en plus difficile à supporter pour son ami et sa mère. Oui, j'ai fait des bêtises. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai forcé le placard d'alcool de mes parents. J'ai tout pris 3 bouteilles. Je me les suis tombées. J'ai rien senti. Ensuite, j'ai beaucoup fumé. Voilà, donc moi je peux plus. C'est bon, maman, tu vas arrêter. Tu vas arrêter un peu de stresser. Je t'ai dit que j'avais compris la leçon. J'ai promis, j'ai fait une promesse. Je la tiens, ma promesse. Mais aujourd'hui, sa mère est inquiète. Cet après-midi, sous l'emprise de stupéfiants, le jeune homme a eu un accident de voiture qui aurait pu être grave. À tout moment, Damien met sa vie en danger. Mais là, la coupe a fait déborder le vase. Je dirais qu'il aurait pu se tuer tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Il a cassé un pare-brise. Moi, ça fait 4 ans que c'est comme ça. Et il avait un traitement qu'il n'a pas suivi. Moi, je peux plus. Là, il reconnaît quand même qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas. Non, il dort pas. Il le reconnaît maintenant. Est-ce qu'il a toxique Non, c'est reparti. Après plusieurs minutes de discussion, Damien accepte de suivre les infirmiers. Pour ses proches, la séparation est douloureuse. Le SAMU le conduit aux urgences psychiatriques. Le jeune homme y a déjà effectué plusieurs séjours. J'ai fait une dépression nerveuse il y a quelques années de ça en arrière. J'avais perdu aussi beaucoup de poids et je mangeais plus, je me droguais tous les jours, je dépensais des sous comme ça venait, comme si ça tombait du ciel. Mais là, ça va un peu mieux. Là, je sais que ça va pas entre parenthèses, mais j'ai besoin de me reposer, d'avoir un traitement stable, d'avoir des examens poussés. Aux urgences psychiatriques, Damien est aussitôt pris en charge par un médecin.
Il recevra des soins et un traitement médicamenteux qui devrait stabiliser son état. Mais les urgences ne sont qu'un lieu de passage. Dans ce service spécialisé, il ne restera que 48 heures avant d'être interné en hôpital psychiatrique. Ici, on accueille près de 6000 patients chaque année, une quinzaine par jour. Crise d'angoisse, dépression, tentative de suicide, jusqu'aux crises de démence. Toute la palette des maladies mentales transite un jour par les urgences. Le docteur Radu Florea, 41 ans, est le psychiatre en chef du service. Ce matin, un patient vient d'être amené par la police. L'homme est particulièrement agité, il menaçait son voisinage. Il s'appelle Fernando, il a 43 ans, c'est un schizophrène. Depuis quelques jours, il ne dort plus et ne s'alimente plus. Pour le psychiatre, il s'agit d'évaluer son état. Très vite, entre les deux hommes, le ton monte. J'ai rien à faire ici, j'ai rien fait, d'accord? J'ai parlé avec ma bouche, j'ai pas frappé. Alors là, on perd du temps. Non, okay, on perd du temps. Fernando est connu des services psychiatriques. Il a déjà fait des séjours à l'hôpital et en prison. Aujourd'hui, il semble à bout de nerfs et multiplie les provocations. Ah, vous pensez que vous allez mettre des bombes? Non, je ne pense pas. Attendez, ne confondez pas une chose et l'autre. Je dis ce que je pourrais faire si j'avais envie. Parce que si j'appelle tout le monde, même l'hôtel de police, il va sauter. Des propos menaçants, c'est l'un des symptômes de sa maladie. D'autant que dans ses affaires, les infirmiers viennent de découvrir un couteau. Il voulait égorger les policiers, donc on va lui mettre dans son dossier et puis on lui rendra plus tard. Une arme qui aurait pu lui servir. Dans sa chambre, Fernando est toujours aussi agité. Il va avec François, ils se tiennent la main, ils vont se promener, d'accord? Si vous ne comprenez pas le français, je vous parle en anglais, en italien, en espagnol. Pour le calmer, les infirmiers lui prescrivent un sédatif. Mais il refuse de le boire et jette le médicament par la fenêtre. Ce liquide là, c'est pour qui? C'est pour les chiens? Vous l'avez bu? Ouais. Vous l'avez pris? Vous croyez que je vais boire un truc, que j'ai un traitement et je vais vous boire une merde? Ah ben si vous le prenez pas, enfin on va vous le donner autrement. Enfin, un piquant? Oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez, que je me batte, c'est ça? Ah non, je ne veux pas, mais surtout pas. Celui qui va me forcer, il va prendre des coups de poing de moi. D'accord. D'accord? C'est clair? Oui. Je vous ai dit ce que je prends. Oui, oui. Si vous voulez me donner quelque chose... Non, je vous donne... Non, ça, tu le bois toi. Ah non, vous me perdez... Non. Tu le bois toi. Maintenant, je ne te vois plus. Si tu ne comprends pas, je te parle en espagnol maintenant. Hein, je ne parle plus français. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Injectable, je vais te le mettre dans ton cul. Rester calme face à l'agressivité des patients, une obligation aux urgences. Le docteur Florea a décidé de faire interner Fernando au plus vite. Pour cela, il a besoin de cette femme, l'adjointe au maire, venue en urgence. Sur la base du rapport de police, elle va autoriser l'internement. Effectivement, même eux, ils ont mis qu'il était incontrôlable et dangereux pour lui-même et autres. Donc ils l'ont écrit. On appelle ça une hospitalisation d'office. Une décision prise par arrêté préfectoral qui va priver Fernando de sa liberté. Dans sa chambre, il semble être revenu à la raison et accepte de boire son traitement. Ça va rien me faire, tu vois. D'accord. Je te montre. Je te montre ton calmant. Je te montre ton calmant, comment ça va me calmer. D'accord. On verra. Faites une preuve d'intelligence et de maturité. Moins de 10 minutes plus tard, Fernando s'est littéralement écroulé. Les calmants ont fait effet. Des sédatifs puissants qui permettront plus tard aux infirmiers de l'emmener en toute sécurité. Dans ce genre de situation, les médecins sont parfois obligés de recourir à la manière forte. Restez allongé, monsieur. Dans la chambre d'à côté, un patient donne du fil à retordre aux infirmières. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux, chérie? L'homme est lui aussi schizophrène. Arrêté pour exhibitionnisme, son délire tourne autour de la sexualité. Non. Monsieur, vous pouvez marcher. On va pas vous porter. Allez-y. L'homme ne peut être raisonné. Pour lui administrer une dose de calmant, les infirmiers n'ont qu'une solution. On va vous faire l'injection. Vous mettez sur le ventre. Ça va aller très vite. Ça va pas faire mal. Mais il faut pas bouger. Allez. Ne bougez pas, je vous pique. Ne bougez pas. Ne bougez pas. C'est les gitans qui m'ont piqué. Ne bougez pas. Je voulais pas aller au Sainte-Marie, ils m'ont piqué. Avec la drogue depuis tout petit.
Ah, le ventre de ma mère, c'est pour ça que je suis devenu l'antéchrist. Oh. C'est tous des salopes, des gitanes de merde. Putain, les strings, le bordel, la drogue, le trafic. En plus, il y en a qui m'ont frappé, qui m'ont braqué. Bon, on vous laisse là, monsieur. L'homme doit être interné. Pour le docteur Floréa, une autre bataille commence. Au téléphone, il tente de trouver des places à l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de place? Il n'y a pas de place et on m'emmène un autre. En 20 ans, le nombre de lits dans cet hôpital est passé de 500 à 300. Une diminution pour raisons financières. Le plus gros problème aux urgences, c'est de trouver des places. On passe quelquefois plus de temps à appeler à droite, à gauche, à négocier que pour l'entretien ou pour la prise de décision. En France, en 20 ans, la psychiatrie a perdu plus de 50 000 lits. Finalement, dans l'après-midi, une place se libère et c'est Fernando qui va en bénéficier. Sous l'effet des sédatifs, il dort toujours à point fermé. Il se réveillera à la Colombière, un hôpital psychiatrique situé à 300 mètres des urgences. Un établissement qui peut accueillir plus de 300 patients. En quelques heures, la vie de Fernando a basculé. Encore libre ce matin, ce soir, il dormira dans une chambre fermée à clé. Dès demain, il sera évalué par un médecin qui décidera de la durée de son hospitalisation. Pour les patients les plus dangereux, il existe des établissements spécialisés. Les UMD, les unités de malades difficiles. Il en existe 5 en France. La plus importante se trouve à la périphérie de Sarreguemines, dans l'est de la France. Derrière ces murs, ils sont près de 160 sous haute surveillance. Des patients violents et imprévisibles. Ce matin dans la cour, l'un d'eux a tenté de s'échapper. François, le cadre infirmier, est à ses trousses. Oh, il y a un qui a enjambé le grillage. Il faut qu'on le récupère. L'homme a finalement été rattrapé par d'autres infirmiers. Vous vouliez aller comme ça? Je vais faire une balade parce que mon cœur il souffre. Il souffre beaucoup mon cœur. Il faut qu'il se balade, il faut. Pyjama, un total. Par mesure punitive, il est immédiatement enfermé dans sa chambre. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit d'enjamber les grillages et de courir n'importe où, n'importe comment. Vous le savez. Il me provoque, je vois bien. Il me provoque, il me prend une balle dans le crâne pour me calmer, ça. Je ne veux pas vous mettre une balle dans le crâne pour vous calmer. On vous met en chambre et on appelle le médecin. Ce patient n'aurait pas pu aller très loin. À l'UMD, tout est prévu pour éviter ce genre de débordement. Un mur d'enceinte de 5 mètres de haut, une clôture électrique à 3000 volts, des barrières infranchissables pour tous les candidats à l'évasion. Dans les locaux, tout est étudié pour prévenir le maximum d'incidents. Portes fermées à clé, vitres blindées, miroirs incassables, jusqu'au lit scellé au sol pour éviter qu'il ne soit utilisé comme projectile. Un souci de la sécurité omniprésent jusque dans les cuisines. Donc les assiettes, c'est de l'arc-opale. Quand ça tombe, ça part en 1000 morceaux, donc il n'y a pas moyen d'en faire un élément tranchant. Et les bols sont en plastique. Un cadre ultra sécurisé, des infirmiers majoritairement masculins, une discipline stricte, des médicaments distribués 3 fois par jour. C'est la recette de l'UMD pour essayer de soigner les patients et canaliser leur violence. Tout ce dispositif n'empêche pas les incidents. Ce matin, un malade a réussi à briser la fenêtre de sa chambre avec une planche de son armoire. C'était dans un cadre délirant. Je pense qu'il a eu une injonction, il voulait voir sa famille, quelque chose comme ça. Je pense dans un contexte hallucinatoire, il a dû voir ou entendre quelque chose qu'il lui a dit de faire et il a fait, quoi. Il n'a pas su faire le tri entre réalité et hallucination. Des gestes violents, souvent inexplicables. Dans cette unité, à chaque instant, le personnel doit rester sur ses gardes. Les situations les plus anodines peuvent très vite dégénérer. Un infirmier tente de prendre l'attention de Luc, le patient autiste qui a été attaché sur son lit. Fais pas attention, toi. Arrête.
C'est un échec. Submergé par l'angoisse, Luc frappe l'infirmier. Depuis quelques jours, ces crises se multiplient. Une situation qui va encore empirer quelques heures plus tard, au moment du déjeuner. J'ai pas faim. Essaye de manger un peu. Face à l'insistance des infirmiers, sa réaction est immédiate. Luc a jeté son plateau sur le sol. Le personnel doit alors très vite intervenir pour stopper une montée de violence. Une nouvelle fois, il est attaché à son lit. Pour des patients comme Luc, c'est la seule solution. Il est interné ici depuis 2 ans. Aujourd'hui, son état ne montre aucune amélioration. Pour François, qui a fait toute sa carrière à l'UMD, c'est l'impasse. Quand on attache quelqu'un, c'est un échec, quoi. Ou quand on est obligé de mettre une injection ou de force ou des choses comme ça, pour moi, je vis ça comme un échec. Luc va rester 2 semaines enfermé dans sa chambre. Pour certains malades, être attaché est une nécessité. C'est le cas d'Oscar, un schizophrène âgé de 17 ans. Ici, c'est le plus jeune patient. Pour le sortir de sa chambre, les infirmiers sont obligés de lui entraver les bras et de le maintenir fermement. Des liens qui rassurent le jeune homme. Est-ce qu'on peut te lâcher le bras et te laisser te promener seul? Ou tu veux qu'on te tienne? Ou tu préfères qu'on te tienne le bras? Ouais. Et tu vas doucement, ok? Ouais. Ok. On te lâche, doucement. Doucement, voilà. Ouais. Normal. Tu préfères qu'on te tienne? D'accord. C'est bien, t'as essayé ces bras. Là, je te félicite, bravo. Oscar a été maltraité toute son enfance. Aujourd'hui, il ne communique plus que par la violence. Comment vous vous sentez? Cette fois, de retour dans le bureau des infirmiers, c'est à notre caméra qu'il va s'en prendre. Arrête. C'est fini. Bon, bah, tu répondras pas. Qu'est-ce qui se passe? Oscar. Pour essayer de l'apaiser, les infirmiers tentent de discuter avec lui. Doucement. S'il vous plaît. C'est fini. On laisse tomber la pression et après ça va voilà. tout seul. D'accord. Derrière son agressivité, une souffrance profonde. Là, on est en train de vous protéger, là. Non, j'en ai marre de vivre. Vous voulez mourir? Vous voulez mourir? Hein? J'ai envie de mourir. Ouais. Pourquoi? Je peux plus, j'ai plus de famille. J'ai plus rien. Je vais me tuer. Une dizaine de minutes plus tard, Oscar semble s'être calmé. Face à ce genre de crise, les infirmiers se sentent toujours impuissants. C'est une sensation de mourir, de mourir, mais quelque chose qui submerge complètement, quoi. Et nous, on peut pas imaginer. On peut pas imaginer. Nous, on a nos barrages qui nous ont fait justement déborder. Eux, les barrages, ils les ont plus. Donc ils n'existent plus, ils sont tellement bas que ça déborde à chaque instant. À chaque fois, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Comprendre cette souffrance, c'est le travail de Malika Birig, la psychiatre responsable de l'UMD. Aujourd'hui, avec François, elle doit s'entretenir avec Luc, le patient autiste qui accumule les crises. Elle veut tenter de découvrir ce qui se cache derrière son agressivité. Bonjour. Je peux voir votre visage un peu? Non? Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous met en colère? Un patient. Ah! Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il arrêté dans 2-4 ans, il vous fait peur? Oui. Je pense qu'il craint quand même les autres patients. Hein, il est quand même fragile, il profite de lui. Et une des façons de se protéger, c'est d'aller dans la chambre. Alors parfois, il est capable de le demander. Et puis parfois, il pense qu'il faut qu'il s'agite un petit peu pour qu'il puisse aller en chambre. Faire cohabiter des malades, tous atteints de troubles psychiques graves, c'est l'une des principales difficultés de l'unité. Quand ils ne sont pas dans leur chambre, ils passent leur journée ensemble, dans ces salles communes. La promiscuité et l'enfermement entraînent souvent des tensions.
la violence et les règlements de compte sont fréquents. Le patient dont s'est plaint Luc, le voici. Depuis quelques jours, Patrick multiplie les provocations et les agressions à l'égard des autres malades. Ça vous amuse? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment quand je donne Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne toujours vous embêter? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bah oui. Patrick est sanctionné immédiatement. Il est conduit en chambre d'isolement. J'ai rien à foutre de vos chemins. J'ai rien à foutre de vos chemins. Vous voulez de chemin libre. Une chambre vide, sans affaires personnelles, sans musique et cigarettes interdites. Une mesure disciplinaire pour éviter l'escalade de la violence. Pour calmer les tensions et tenter de rééduquer ces hommes, les infirmiers organisent quotidiennement des activités thérapeutiques. On appelle ça l'ergothérapie. Au programme, du repassage, des cours de musique, de menuiserie ou encore des ateliers de jardinage. Cet après-midi, les malades apprennent à tailler des haies avec des cisailles électriques. Pour les infirmiers, la vigilance est de rigueur. Quelques précautions à prendre avec certains patients, j'imagine. Oui, bien sûr. Toujours quelques précautions à prendre, bien sûr. Toujours surveiller ce qu'ils font avec les machines. Certains font travailler avec la machine, d'autres ne pourront jamais, quoi. Seuls les patients les plus stables peuvent participer à cet atelier. C'est le cas de Marcel. Pour cet homme, le jardinage, c'est l'occasion de changer d'air et de prendre un peu de distance avec les autres malades. Le but, c'est de me sortir de ce merdier et puis de réintégrer, de retrouver la liberté, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Regardez ça. Bon, vous savez, quand vous arrivez pour la première fois dans ces lieux, bon, vous avez l'impression que vous êtes au zoo, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est un peu... je vais peut-être un peu à l'extrême, quoi. Marcel est à l'UMD depuis 3 ans. Un homme à l'allure débonnaire qui semble inoffensif. Cette apparence tranquille cache une terrible histoire. Février 92, dans une petite ville du sud de la France, un homme sort de chez lui armé d'un fusil. Sans raison apparente, il tire sur un automobiliste. La balle lui arrache le bras. Quelques heures plus tard, il tue de sang-froid un passant dans la rue. Un homme de 43 ans, père de 3 enfants. Et sa randonnée sanglante ne s'arrête pas là. Sur le parking d'une résidence, le forcené prend en otage un couple. Il relâche le compagnon et viole la femme. Le soir même, il se livre à la police. Cet homme, c'est Marcel. Jugé irresponsable de ses actes, ce psychopathe est interné depuis 20 ans. Il se souvient de chaque détail de cette journée-là. La 20 en arrière, de repasser quelqu'un, de le dessouder, ça me faisait ni chaud ni froid. Hein, ça me perturbait pas, quoi. Même quand je le voyais devant lui, devant moi, je voyais son regard, il était à terre ou debout, il commençait à écumer, je sais pas si j'avais vu quelqu'un en face qui est en train de trépasser, et ben je voyais dans son regard, et ben il faut savoir que je voyais sa sale gueule, l'expression du visage qu'il faisait quand il commençait à trépasser, et ben j'avais un certain plaisir à le voir comme ça. À l'UMD, Marcel est un patient exemplaire. Il partage sa chambre avec 2 autres malades, un homme très ordonné, toujours bien habillé. Manipulateur et calculateur, de son passé, il ne regrette rien. On se fait prendre, on se fait pas prendre. Si on se fait pas prendre, on débouche le champagne. Et puis on se fait prendre, et ben on fait la gueule pendant quelques temps, et puis après on en prend son parti. Et puis c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, ça sert à rien. De toute façon, la culpabilité c'est une surcharge pondérale. Hein, c'est qu'un sac de briques, il faut la poser, il faut la prendre, il faut la déposer par terre. Hein, c'est une histoire qui devait être faite, ça s'est fait. Et puis bon, de toute façon ce que je regrette, c'est m'avoir fait attraper. Hein, bon, c'est tout. Un psychopathe qui n'éprouve aucun remords. Un patient qui peut être extrêmement dangereux. Comme lui, ils sont des dizaines à l'unité pour malades difficiles. Il est 10h, l'alarme vient de retentir. C'est un appel au secours. Quand un soignant se fait agresser, les bips sonnent dans les autres pavillons pour qu'on dépêche du renfort.
Pour François et ses collègues, pas de temps à perdre, il faut intervenir. Cette fois, plus de peur que de mal. C'est bon, c'est acquitté. C'est annulé. C'est soit une fausse alerte, soit qu'ils ont réglé le problème eux-mêmes. À l'UMD, les incidents sont nombreux et les infirmiers régulièrement blessés. Dans l'équipe de François, on ne compte plus les coups reçus. Souvenir d'un collègue qui a perdu un œil avec une chaise qu'il a pris dans la figure. Je crois qu'il portait des lunettes, quelque chose de ce ordre-là. Chacun d'entre nous, on a déjà pris, passez-moi l'expression, mais bon, à différents degrés. Hein. On a un collègue qui est resté plus d'1 an à la maison. Donc ça fait partie du métier. En contrepartie, les infirmiers touchent une prime de risque de 230 €. En tout, ils gagnent environ 1 800 € par mois. Pour travailler dans cette unité, ils sont obligés de suivre une formation. Ok, c'est bon. À quelques centaines de mètres de l'UMD, une vingtaine d'élèves infirmiers suit un cours de self-défense. Parfait. On inverse, les agresseurs, vous devenez intervenants. Le professeur s'appelle Anthony, il est infirmier à l'UMD. Ces techniques, il les a expérimentées sur le terrain. Sur le poignet. Ok, un étranglement. Alors ça aussi, quelque chose qui peut vous arriver. Il va falloir être réactif. La personne arrive et vous étrangle contre le mur. Donc là, je ne peux pas sortir en arrière. Je vais essayer d'ouvrir la prise, la tourner les épaules. Donc je viens chercher le plus haut possible et je continue mon mouvement pour envoyer les mains. Et puis là, pareil, je fuis. D'accord ? En cas de coup dur, ces moyens de défense pourront peut-être leur sauver la vie. Et on continue, ça marche. Dans cette formation, Anthony enseigne également des techniques pour apprendre à pacifier un homme en crise sans utiliser la violence. Au programme, 4 jours de cours pratiques et théoriques. Un savoir-faire mis au point au Canada qui a fait ses preuves dans le monde entier. Là, on a une action qui se passe. Ça va, on a 2 patients qui sont en train de se prendre la tête. Là, ça commence à monter. Et on veut essayer d'intervenir, on le rappelle, la majorité du temps de façon la plus sécuritaire possible, c'est-à-dire verbalement. Donc, on va être sur une trêve. Ça va ? On stoppe l'action en cours, donc on prévient l'escalade. Ça marche. À la fin du cours, Anthony a préparé une surprise. Une mise en pratique plus vraie que nature. Je vais péter un plomb. Je vais essayer de mettre en situation, voilà, pour essayer d'explorer la pacification donc en direct avec les participants. Je me prépare. Pour les élèves, c'est un test. Ils vont devoir garder leur calme face à sa folie. Ouvrez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? N'approche pas! N'approchez pas, là! Ouvrez-moi! Je veux pas... Ouvrez-moi, je veux sortir. Je veux sortir, là, j'étouffe, là! J'étouffe! Qu'est-ce que je fous, là? Tout en gardant leur distance, il s'agit d'apaiser Anthony sans le brusquer. Tu trouves ça injuste? Mais oui, c'est injuste. Moi, j'ai rien à faire là, moi. J'ai tué personne, Agnès. Tu sais ça, que j'ai tué personne. J'ai jamais fait de mal à quelqu'un, moi. Et on m'enferme, là. Putain, il y a des gens, là. L'autre, il se branle dans la chambre. L'autre, il bouffe sa merde. Qu'est-ce que je fais là, moi? Difficile, mais je suis pas un fou, moi je suis pas un putain de dingue, là, un taré de la tête, là, qu'est-ce que c'est que ça? Fin de l'exercice. Pour Anthony, c'est un succès. Malgré ses tentatives répétées pour provoquer les élèves, tous ont gardé leur calme. Il faut que je sois seul, il faut que je... Merci, c'est gentil, merci Agnès, merci beaucoup. Ces infirmiers seront un jour ou l'autre confrontés à un patient délirant en état de crise. Retour aux urgences de Montpellier. Il est 2 h du matin. Pour le docteur Floréa, le pire vient d'arriver. Sur le parking de l'hôpital, un inconnu a agressé violemment une infirmière et 2 aides-soignants sans raison apparente. L'homme le voici, il a le visage tuméfié.
La police a dû intervenir pour le conduire dans cette chambre des urgences. Les victimes, elles, s'en sortent avec des blessures. Ils étaient choqués. Hein. Les deux, ils étaient bien choqués. Ils ont eu peur de se faire tuer. Ils ont dit, s'il a fait un couteau, on serait morts tous les deux. Une violence absolument inexplicable. Enfin, il a dit quelque chose du genre... Est-ce que vous avez envie qu'on s'amuse ce soir? Une violence inexplicable, l'homme est inconnu des services de l'hôpital. Pour le moment, il est calme mais refuse tout traitement. Moi, je vous demande une seule chose. Vous prenez le traitement. À ce moment-là, tout va bien se passer. Vous allez dormir et vous allez vous retrouver à la Colombière. Vous ne le prenez pas. Nous, on sera obligés à ce moment-là, pour vous soigner, de vous le donner. Mais malheureusement, ça va se faire en injectable. Bien sûr que c'est à vous de décider. Enfin, nous, on ne peut pas vous imposer une mesure ou une autre. Je suis dans une chambre, je suis seul. Je suis relativement calme. Je ne pense pas que j'ai besoin de prendre un cachet pour ce soir. Sauf que c'est moi qui décide ça. Nous ne considérons pas que vous êtes totalement en état de donner votre accord pour un traitement ou non. Enfin, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vu votre comportement, vos paroles, moi je pense que vous avez besoin de soins. L'homme a prouvé sur le parking qu'il était extrêmement dangereux. Le médecin doit le faire interner au plus vite. Mais pour une hospitalisation d'office, il a besoin de la signature de l'adjointe au maire. Problème, à 4 h du matin, difficile de la convaincre de se déplacer. Oh. Elle ne veut pas venir. Pourquoi? L'adjointe au maire ne veut pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle dort. Hein. Et le psychiatre n'est pas au bout de ses peines. Dans la chambre, 2 vigiles de l'hôpital ont été appelés en renfort pour surveiller l'individu. Ils sont sur leur garde. L'homme peut redevenir violent à tout moment. En quelques secondes, la situation a dérapé. L'infirmière présente n'a pas d'autre choix. Elle doit lui injecter rapidement un sédatif puissant. Face à cette violence, le psychiatre conserve son sang-froid. Le diable, ça! Ben, attachez-le à l'envers. Attachez-le à l'envers, hein, c'est pas là. À l'avenir? Je sais pas. Ah, ça, c'est pas possible. Sinon, on va mettre les bras là et les... Calmez-vous. On va l'attacher à l'avenir. Vas-y, lâche ce bras, Le patient fait preuve d'une force décuplée. Au final, ils sont 8 pour le maîtriser et l'attacher à son lit. Au cours de l'affrontement, 2 vigiles et un infirmier ont été blessés. Est-ce que je t'ai évité? Je suis pas déchiré d'ailleurs. Il t'a bien mordu? T'as un pied à ta main, je crois. T'as mordu où toi? Aux fesses. C'est vrai? Non, mais il y a le pantalon de la Toi, ton doigt, ça va? Je sais pas, le doigt, il me lance là. J'ai pris une pommette et le thorax. On n'a pas la retraite? Dans son délire, l'homme évoque le diable. Il fait référence à la religion, au bien et au mal. Ah, t'es le mal! Tu vas crever! Devant la violence de ce patient, impossible pour le docteur Florea de l'examiner et d'établir un diagnostic précis. Seule certitude, il faut l'interner au plus vite. Sous l'effet de l'injection, l'homme s'est calmé, mais son état peut déraper à tout moment. Devant l'urgence de la situation, l'adjointe au maire a finalement fait le déplacement pour signer l'ordre d'internement. Vous êtes obligé de venir en pleine nuit? C'est ça. C'est ça, les urgences, ça fait partie. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le garder, donc voilà. L'homme peut enfin être transporté dans une unité de haute sécurité, sous bonne escorte. Une épreuve de plus de 4 heures pour le docteur Florea. Même si on travaille ici, même si on a vu souvent, même si c'est quelque chose, peut-être pas du quotidien, mais de l'habituel, on n'arrive pas toujours à comprendre. Hein. D'ailleurs,
Bon, cette violence qui est de plus en plus accrue, qui est de plus en plus fréquente, qui est de plus en plus à l'ordre du jour. Hein. Le fonctionnement quelquefois des patients qui arrivent ici et qui n'ont pas des pathologies nécessairement psychotiques ou maniaques et qui se manifestent sur ce mode d'hostilité extrême envers tout le monde pratiquement. Lui, il était tout seul contre tout le monde. C'est vrai qu'émotionnellement, c'est éprouvant. 8 h du matin, fin de garde pour le psychiatre. Dans 24 heures, il sera de retour aux urgences pour soigner de nouveaux patients. À l'autre bout de l'hôpital, le docteur Hermès, lui, commence sa journée. À 45 ans, il dirige une unité de soins intensifs, un service qui s'occupe des patients les plus perturbés. Ce matin, il doit évaluer l'état de Fernando, le schizophrène qui multipliait les menaces aux urgences. Cela fait 2 jours qu'il est interné ici, en chambre d'isolement. Un entretien d'une demi-heure sous surveillance. Tout d'abord, comment est-ce que ça se passe, les jours qui se... Ça se passe très bien, mais seulement ici, ça se passe très mal. Vous êtes ici, on vous l'a déjà dit, hein, parce que vous vous êtes énervé au domicile. Oui, mais vous, comme je vous l'ai dit également, c'était un petit peu plus que d'habitude. Les menaces, c'est ce qui a conduit Fernando ici. Un comportement agité, exacerbé par le manque de sommeil et la consommation de produits stupéfiants. Aujourd'hui, Fernando est plus calme, mais son sentiment de persécution n'a pas disparu. Comme je les ai menacés, j'aime bien menacer, mais je ne fais pas, je suis pas bête. Donc vous pensez que les gens ont eu peur et que c'était démesuré, hein, que c'était pas aussi important non. que... Si tu dois me mettre tranquille, avec moi, il n'y aura pas de souci. Ça me chercher les boutons, je sais chercher moi aussi les boutons. Vous voulez revenir à l'hôpital? C'est ça que vous voulez faire? Vous voulez faire des bêtises? Vous voulez quoi? Pas du tout. Ça va. Sortir. Bon, eh ben alors, si vous voulez sortir, déjà, nous, on va vous aider. Dès midi, on souffle un peu. Là, quand je vous vois, c'est bien, là. Ouais, donc, vous allez nous montrer quand vous avez plus de liberté, si vous arrivez toujours à être aussi calme, détendu, tranquille. D'accord? Aujourd'hui, pour la première fois, Fernando est autorisé à sortir de sa chambre pour déjeuner au milieu des autres patients. Un test grandeur nature pour l'équipe médicale. Mais l'accalmie sera de courte durée. Dès son retour dans sa chambre, Fernando se rebelle. Ce matin. Moi, je vais péter les plombs, je le sais. Je me connais. Je me connais. Et quand je pète les plombs, je vois plus rien. Hein? J'en ai fait rien à foutre. Je veux ma cigarette. Je finis de manger ma cigarette. C'est ma drogue, ma cigarette. Bon, allez, non, je rentre pas. Non. Je ne partis pas sur ce ton-là en tous les cas. Pas de cigarette et il n'a pas eu le temps de terminer son café. Fernando est contrarié et dans ces cas-là, il redevient agressif. Non, je dis que j'ai gorgé. Pour moi, j'assimile ça à des menaces. Regardez de quoi je suis capable. C'est des menaces. Un échec pour le docteur Hermès. Il est, vous voyez, donc on a du mal à le faire sortir et le problème, c'est que c'est plus fort que lui. Hein, donc l'exaltation est toujours pas très loin. Hein, l'excitation est pas très loin. On va retourner avec un traitement. Hein? On va retourner avec un traitement, là. On va retourner quelque chose à boire, quelque chose... Hein, pour... Oui, ça n'a pas tenu. Non, vous vous rendez compte? Le repas, c'est bien passé, le repas. Et après, à la fin, il a commencé... je pense que c'est dès qu'on l'a frustré. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Pour Fernando, c'est retour dans sa chambre. Un séjour d'au moins 2 mois à l'hôpital. Consultation, isolement, traitement par médicaments. Ce sont les moyens dont disposent les médecins pour soigner les malades. Mais parfois, ça ne suffit pas. Dans certains cas, quand les médicaments sont inefficaces, le docteur Hermès prescrit des électrochocs à ses patients. Dans ce service, on en effectue plus de 300 chaque année. À chaque fois, les patients sont consentants. Une technique qui a mauvaise réputation, mais qui obtient de vrais résultats. Bonjour. José est interné dans le service du docteur Hermès depuis 1 an. Il souffre d'hallucinations qui le rendent agressif. Sur lui, les médicaments n'ont aucun effet. Les électrochocs, c'est son dernier recours. Cette personne, donc un trouble psychotique, qu'on n'arrive pas à stabiliser, qui résiste. Et donc là, on espère avoir un bénéfice plus rapide. Le traitement par électrochoc reste une technique particulièrement délicate. Autour du docteur Hermès,
4 infirmiers et une anesthésiste. Le principe, envoyer une décharge électrique violente dans le crâne du patient. Le choc engendre chez le malade une crise d'épilepsie. C'est cette crise qui soigne les troubles psychiatriques. C'est un traitement qui est très vieux. Il a été montré au début chez des personnes qui étaient épileptiques, une amélioration des symptômes psychiatriques. Et puis après, donc, nous l'avons utilisé exclusivement à visée thérapeutique. Allez, bien la manche. Pendant l'opération, José ne se rendra compte de rien. Il sera endormi. Vous sentez quelque chose? Non. Non? Tout à l'heure, je vous retrouverai au réveil dans l'unité. En plus de l'anesthésie, du curare, un produit qui évite les contractions des muscles lors de la crise d'épilepsie. Ça entraîne un relâchement musculaire qui permet, lors de la crise, d'avoir une crise moins violente. Car sous le choc, les réactions peuvent être violentes. Dans les mains du médecin, les électrodes qui vont faire passer le courant. Pour éviter les mouvements brusques, les infirmiers maintiennent les bras, les jambes et la mâchoire de José. Ne bougez pas. Allez, j'y vais. C'est fini, vous pouvez enlever. On laisse la crise se dérouler. La décharge électrique a duré 2 millisecondes. José est en état d'épilepsie. Oui, c'est très doux. Hein. Pour lui, pas de mouvement brusque. Il a bien réagi à la crise. Ça, c'est fini, mais on attend que la crise se finisse au point de vue électrique aussi. Quelques minutes plus tard, il ouvre déjà les yeux. José n'aura aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Ça s'est bien passé, je vous retrouve dans l'unité, ok? Longtemps pratiquée sans anesthésie, la méthode souffre toujours d'une mauvaise image. Pourtant aujourd'hui, son utilisation est fréquente. Chaque jour en France, près de 200 patients subissent des électrochocs. L'intérêt de ce traitement, c'est la rapidité d'action. On a des résultats très rapides, contrairement au traitement médical qui demande un certain temps. Souvent, il faut patienter. Pour les cas résistants, ça nous rend des services, ça nous en a toujours rendu. Hein, et puis, vous voyez, en 2010, c'est toujours là. Une demi-heure plus tard, José repart comme si de rien n'était. Pour espérer mettre fin à ses hallucinations, il devra effectuer une douzaine de séances. Aujourd'hui, à Sarreguemines, pour certains patients de François, c'est le jour du grand oral. Celui qui va peut-être leur permettre de quitter l'unité des malades difficiles. Autour de cette table, 3 experts psychiatriques. Ils sont accompagnés par le médecin de l'unité, le docteur Birig. Dans quelques minutes, ils vont recevoir les patients et étudier leur dossier. Eux seuls peuvent donner aux malades un bon de sortie. Tous les 6 mois, les patients passent devant cette commission. Dans la cour, les candidats au départ sont nerveux. C'est le genre de mec qui se calme parce que justement. Moi, je vais dire un truc. C'est le genre de mec ton milieu est plus, ton milieu est dégagé de ma vue. Tu as envie d'évoluer, de changer ma vie. Mais rester avec des racailles pareils, j'en ai marre, quoi. Réussir son passage devant la commission signifie ne plus être considéré comme un malade dangereux. En cas de feu vert des médecins, ils réintégreront l'hôpital psychiatrique de leur région d'origine. Un hôpital classique, moins sécuritaire, un premier pas vers une vie plus normale. Le premier à passer devant la commission s'appelle Karl. Il a 41 ans et vient du sud de la France. Il a été interné ici après avoir frappé une infirmière dans son ancien hôpital. Ça fait toujours l'impression quand on passe une commission, ça fait un choc, quoi. Ah, si, de passer une commission, ça fait un choc de passer une commission quand même, hein. Passer une commission, qu'est-ce que ça pense? Bonjour, Henri. Ça va? Je peux venir? Ok. Bonjour. Karl va devoir expliquer au psychiatre les raisons de son geste. Est-ce que vous regrettez ce geste? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, je regrette ce geste, bien sûr, j'aurais pas dû faire ça, je ne serais pas venu ici aussi, hein. C'est sûr. Ben, ça n'a pas été sympa de ma part, quoi. On a giflé, quoi. Avoir giflé l'infirmière. Pour les experts, la question clé concerne sa maladie. Karl a-t-il conscience de ses troubles schizophréniques? Vous pensez que vous êtes malade? Ben, oui, bien sûr, je suis malade, bien sûr. Bien sûr. Sinon, je ne serais pas là, madame. Et votre maladie, c'est? Ben, c'est d'attendre des voix. D'attendre des voix,
Donc, on me dit, on va te frapper, alors je me retourne, je mets un coup de poing au mec, c'était que nana. J'ai frappé sur tout le monde à l'époque. Sur tout le monde, je frappais. Sur les infirmières, malades, patients, tout le monde y passait. Pourquoi? Parce que j'attendais de voir, j'étais malade, c'est tout. Gravement malade, j'étais. En tout, une demi-heure d'entretien qui va décider de son avenir. Karl doit maintenant attendre le verdict de la commission. 2 fois par an, tous les patients de l'unité sont entendus. Aujourd'hui, c'est au tour de Luc, l'autiste qui multiplie les crises. Depuis plusieurs jours, il ne sort plus de sa chambre. À sa demande, nous n'assisterons pas à l'entretien. Quelques minutes plus tard, Luc est déjà fixé. Pour lui, aucune hésitation. Son état est trop instable pour quitter l'unité. Il devra attendre encore 6 mois. Pour les experts, c'est l'heure des délibérations. Chaque cas est étudié minutieusement. Une erreur peut avoir de grosses conséquences. Accorder une sortie est une lourde responsabilité. On ne va pas renvoyer quelqu'un qui est encore potentiellement dangereux. On voit bien les gens qu'on a vus là, quand il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ont cassé leur chambre ou frappé un autre patient, même si ça fait 6 mois qu'ils allaient bien, on ne les renvoie pas. La garantie qu'on a, enfin la sécurité qu'on a, c'est qu'ils ne retournent pas dans la vie courante, ils ne retournent pas dans la cité. C'est-à-dire que quand ils quittent l'UMD, ils retournent dans leur hôpital d'origine. Après, une fois qu'ils sont dans l'hôpital d'origine, s'ils sortent rapidement ou pas rapidement, ça ne nous appartient plus. Ils peuvent, par exemple, dans leur hôpital d'origine, ils peuvent fuguer. C'est des choses. C'est arrivé, on le sait, c'est effectivement arrivé. Donc on est très vigilants. On est très très vigilants. Pour Karl, c'est le moment fatidique. Malika Birig, la psychiatre de l'unité, va lui annoncer le résultat. Quand la commission vous a vu, ils vous ont trouvé quand même amélioré. Donc vous êtes transférable pour retourner à Nice. C'est bien, je suis content. Ces 6 mois d'internement ici auront convaincu la commission. Dans quelques jours, Karl rejoindra le sud de la France. Depuis qu'il est à l'UMD, Karl est un patient modèle. Il a donc le droit à certaines récompenses comme celle-ci, la plus prisée ici, une sortie en ville. Aujourd'hui, il part avec un autre patient, sous la surveillance de 3 infirmiers. Ça casse la routine du service et en même temps, ça leur permet de garder un contact avec l'extérieur au niveau social, au niveau personnel. C'est important pour eux aussi de garder un contact avec la réalité extérieure. Dans les rues de la ville, 5 passants anonymes. Pourtant, pour Karl, privé de liberté toute l'année, faire ses courses comme tout le monde, c'est un avant-goût de vie normale. J'aime la liberté et je vais retrouver la liberté, pas rester enfermé encore un an en UMD ou 10 ans en UMD. C'est pas ma vie, moi, je vais pas crever les UMD. C'est pas ma vie. Mon objectif, c'est de travailler, de sortir de l'hôpital, de l'UMD ou de l'hôpital psychiatrique, et de travailler, et gagner sa vie, voilà, et vivre comme tout le monde, c'est tout. Être normal, comme tout le monde, voilà. Comme tous les malades psychiatriques, Karl reçoit chaque mois une allocation adulte handicapé de 680 €. Aujourd'hui, il s'achète des CD en vue de son prochain voyage. Un peu plus loin, l'autre patient opte lui pour de la lecture. Ce patient, c'est Marcel, le psychopathe qui a commis un meurtre. Et en matière de livres, il a des goûts très arrêtés. Comprenez, vous avez compris, vous avez bien visualisé. C'est pas Mary Poppins. C'est pas Mary Poppins. Quand Marcel est de sortie, la surveillance est de rigueur. Derrière lui, 2 infirmiers ne le lâchent pas d'une semelle. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tous les cas sont envisageables en fait, Ça peut aller de la fugue à l'agression envers nous-mêmes ou envers un passant qui n'a rien à voir. Le risque est toujours présent, Et dans la ville, les tentations sont nombreuses. Marcel vient de passer devant une boutique d'alcool, de quoi lui donner de mauvaises idées. Un petit vin chaud? Non, le vin chaud, je sais pas. Non. Une crêpe à la rigueur, et encore. Une crêpe au Grand Marnier. Rien de force. Une crêpe au Grand Marnier. Aucune chance pour Marcel d'arriver à ses fins. L'alcool est rigoureusement interdit. Avec son traitement, le mélange serait explosif.
Fin de la balade et retour à l'unité. Pour Karl, un retour plein d'espoir. Dans quelques jours, il quittera définitivement l'établissement pour le sud de la France. Retrouver une vie presque normale, certains malades y parviennent. Nous sommes à Montpellier. Ce matin, le docteur Hermès, le responsable de l'unité de soins intensifs, se rend dans un centre d'accueil qui dépend de l'hôpital. Dans cette résidence, infirmiers psychiatriques et psychologues se relaient quotidiennement pour encadrer une soixantaine de patients. Des structures de ce type, il en existe près de 2000 en France. Des établissements créés pour aider les malades à se réinsérer dans la société. Francis est cadre infirmier. Chaque matin, il surveille la distribution des médicaments. Un système mis en place pour limiter le risque de rechute. En principe, ils sont assez autonomes, ils ne se trompent pas. Hein, madame? Pour nous, c'est une assurance aussi que le traitement est bien fait et bien pris. Ici, la plupart des patients souffrent de troubles psychotiques graves. Tous vivent en liberté, mais en contrepartie, ils doivent se soumettre à des règles strictes sous peine de retourner à l'hôpital. Venir au centre tous les jours et consulter régulièrement un psychiatre. Ici aussi, l'alcool est interdit et les repas sont encadrés. Il est 10 h et comme tous les matins, c'est la tournée des réfrigérateurs. Certains patients habitent à côté du centre. Francis distribue les plateaux repas. Sans cette aide, la plupart d'entre eux ne pourraient pas s'alimenter normalement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ça, il a mangé. On vérifie qu'il équilibre un peu son alimentation. Et toujours dans le même but, hein, de soin, d'éviter la réhospitalisation, qualité de leur vie, qualité de vie. Voilà, je vais les mettre là. Lui, c'est pareil. Lui, il n'a pas droit non plus à la plaque. Il n'aura jamais droit à la plaque chauffante. Il risquerait de le laisser et de mettre le feu, quoi, d'oublier de partir avec la plaque allumée. Donc, il a ses repas tous les jours. Il se sert que du micro-ondes. Les visites à domicile sont régulières et certains patients nécessitent une surveillance accrue. C'est le cas de Stéphane. Violence, agression d'infirmiers, il était considéré comme un patient dangereux. Après 4 ans en hôpital psychiatrique, Stéphane est en sortie d'essai depuis 2 semaines. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, ça va. C'est avec lui que le docteur Hermès a rendez-vous aujourd'hui. Stéphane a une faveur à lui demander. Il souhaite un téléphone portable. Pour tous les patients en liberté, la même règle. Seul le médecin peut donner son autorisation. J'aimerais contacter des gens qui sont proches de ma famille, que j'ai des liens avec eux et que je puisse mettre un peu avec eux, quoi. Je veux dire, donner un signe de vie, faire des choses, quoi. L'idée que vous dites et tout ce que vous dites, c'est très bien. Je ne peux que y adhérer et vous féliciter, vous encourager. Après, il faut voir, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres difficultés, d'autres soucis? Non, il n'y a pas de souci parce que je fais comme personne. Parfait, voilà. Je fais comme personne à il y a ça aussi. Hein, ça, il ne faut pas qu'après vous soyez sollicité. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, Stéphane a été convaincant. Dans quelques jours, il devrait obtenir son téléphone. Mais accorder un portable à ce type de patient n'est pas anodin. Pour Stéphane, ancien toxicomane, ce téléphone pourrait lui permettre de renouer avec ses mauvaises fréquentations. Pour limiter les risques, les infirmiers effectuent régulièrement des visites à son domicile. Leur priorité, s'assurer que Stéphane ne replonge pas dans la drogue. Il sait qu'il ne doit plus toucher à ça. Hein. Quand il prend du cannabis, il est complètement fou. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il peut vous donner un coup de couteau, il peut vous faire n'importe quoi. Il a agressé des hôtesses d'accueil à la Péronie, il a agressé avec des cutters des infirmières dans l'unité de soins. Très dans le comportement. Tout ça parce qu'il n'avait pas de traitement et était sous toxique. Ça le rend complètement délirant. Il ne sait plus du tout ce qu'il fait. Depuis 2 semaines, Stéphane vit seul dans un appartement en centre-ville. Un appartement entièrement pris en charge par l'hôpital. À chaque visite, les infirmiers passent tout au crible. Chaque détail compte, comme ces volets fermés par exemple. Voilà. Pourquoi vous n'ouvrez pas le volet? Parce que j'aime mon intimité, j'aime pas qu'il y a des regards un peu vicieux et j'aime bien être, je vais pas dire dans le noir, mais quelque part avoir une intimité, quoi, pour pas me faire voir par les gens ou par qui que ce soit, quoi.
Comme beaucoup de ces malades, Stéphane a tendance à se replier sur lui-même. Pour les infirmiers, il s'agit d'instaurer un climat de confiance. Ah, vous avez les hamburgers, vous aimez les hamburgers? On est entre guillemets la deuxième famille, ou même la première, parce que souvent ils n'ont plus de famille du tout. Donc ils comptent vraiment sur nous. Comme je jette dans la nature, c'est sûr qu'il y aura un arrêt de traitement, il y aura une rechute, il y aura des choses qui vont se passer, et je ne vais pas en arriver là. 17 h, fin de la visite. Stéphane est livré à lui-même jusqu'à demain matin. Comment vous pouvez être sûr qu'il ne va pas rechuter, refaire des... On ne peut pas être sûr, on ne peut pas. On met en place tout ce qu'on fait là, c'est des garde-fous, hein, mais on ne peut pas savoir s'il ne va pas rechuter. On espère que non. En le voyant tous les jours, c'est de l'observation clinique, on appelle. On le voit, à son comportement, comment il est, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il décide de renfermer, au contraire, s'il est euphorique, c'est pupille, enfin. Donc il n'y a pas de risque zéro, mais on a mis un maximum de sécurité de notre côté. Hein. Un accompagnement au quotidien de plus en plus difficile à réaliser. Depuis plusieurs années, les infirmiers déplorent un manque de moyens. On a une position un peu schizophrénique, comme nos malades. C'est-à-dire qu'on nous demande en même temps de soigner les gens et en même temps, on nous réduit les moyens de plus en plus. Les cadres de santé et autres et les médecins ne font que le signaler. Hein. Qu'un jour, il arrivera quelque chose de grave. En France, malgré une activité psychiatrique en hausse, les effectifs d'infirmiers ne cessent de baisser chaque année. À Sarreguemines, c'est un jour particulier pour François, le cadre infirmier. Aujourd'hui, l'un de ses patients va quitter l'unité. 4 semaines après son passage réussi devant la commission, Karl va retourner dans son hôpital psychiatrique dans le sud de la France. Un motif d'angoisse pour lui. Là-bas, il va se retrouver aux côtés des infirmiers qui l'avaient frappé. Il craint que ces vieux démons ne ressurgissent. Je sais pas comment ça va être quand je vais revenir. Je sais pas comment ça va être. Parce que moi, je vais encore affronter les mêmes infirmiers, je vais encore le revoir. C'est ça que j'ai tapé dessus, je vais encore le revoir. Montrez-vous patient. Comme vous avez su le faire ici, parce qu'ici vous avez fait plein de choses, vous étiez à l'ergo, vous étiez régulier, vous savez faire plein de choses. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi, hein. On espère ne jamais vous revoir. Voilà, c'est sûr. Alors je vous dis pas au revoir, je vous dis adieu. Adieu. Non, j'espère ne pas revenir ici. À l'EMD, pourtant, tous les départs ne sont pas définitifs. Un patient sur 5 est de retour quelques mois seulement après en être parti. Dans les hôpitaux psychiatriques traditionnels, il se retrouve dans un cadre moins strict. Parfois, c'est la rechute et le retour à la violence. Venus du sud de la France, 2 infirmiers vont escorter Karl jusqu'à son hôpital. Cela fait 6 mois qu'il veut quitter Sarreguemines. Pourtant, au moment de partir, son émotion est palpable. Vous avez manqué, j'y vais. Marco, tu as manqué aussi, Marco. Toi aussi d'une certaine manière, mais bon, après on s'y habitue. Hein. Ouais, d'accord, mais je veux dire... Je pense que l'essentiel n'est pas ici. Ouais, non, mais d'accord. Ouais. Ça fait du vide, je peux voir JBA, je peux voir Marco. Ça, c'est des infirmiers sympathiques. Hein. Marco, Ce soir, Karl dormira près de chez lui, dans son ancien hôpital. François, lui, est déjà auprès de ses autres malades. Depuis quelques jours, Luc, le patient atteint d'autisme, semble aller mieux. Ces crises à répétition se sont espacées. On a l'impression qu'il va mieux, oui. Par rapport à il y a 3 semaines, il est avec les autres de nouveau, donc c'est plutôt bon signe. C'est encourageant. Mais avec ce patient imprévisible, François reste toujours sur ses gardes. Bon, c'est pas... Je veux les jetons que t'ailles m'en coller une. François le sait, la maladie de Luc est incurable. Mais c'est pas la peine de me taper. Luc. Bien. Impuissant face à son état, François n'a pas d'autre choix. Tout faire pour apaiser la violence d'un homme qui devra vivre toute sa vie avec sa maladie. Tu es en colère contre toi-même.